Un texte visant à rendre, écoutez bien, le casque obligatoire pour les cyclistes a été rejeté au Sénat. Expliquez-nous. Pire que rejeté, ça a été un camouflet face à la levée de bouclier des mouvements cyclistes. Il n'est même pas passé en séance publique, il a été retiré avant. Alors ici, pour clarifier, le rejet de cette loi n'a rien à voir avec une levée de bouclier des associations cyclistes. C'est juste le Sénat qui n'est pas compétent pour traiter de ces sujets de réglementation. Cette information avait été communiquée dès le 13 janvier par le rapporteur en ces mots. C'est pas une proposition de loi qui peut encadrer ce port du casque, c'est ça? Les sanctions, comme l'obligation du port du casque, sont réglementaires, sont de niveau réglementaire. Donc c'est le travail du gouvernement. Donc nous sommes finalement hors compétence. Et le sénateur, lui, au moment d'apporter son texte, savait déjà que ça n'allait pas passer et souhaitait juste alerter le ministre sur ce sujet. En l'espèce, s'agissant du domaine réglementaire, il vous appartient, Madame la Ministre, d'assumer ses responsabilités sur ce sujet et d'agir en conscience. C'était juste de la communication. Il souhaitait également alerter sur les EDPM. Vous l'aurez compris, le texte que je soumets au vote aujourd'hui tend à démocratiser le port du casque à vélo et sur tous les autres modes alternatifs de transport, à assistance électrique notamment, en le rendant obligatoire. Et leur dangerosité. Alors ici, je vous laisse profiter du sophisme sur les trottinettes dangereuses sans apporter aucune statistique à son argumentation. Chacun d'entre nous a déjà été confronté à une situation dangereuse liée à une trottinette électrique. Mais bon, il souhaite donc étendre le port du casque aux usagers de DPM pour les moins de 12 ans. Partant de ce postulat, nul ne peut rester indifférent au risque que nous laissons courir à tous ceux qui ne portent pas le casque à vélo au-dessus de 12 ans, puisque, comme vous le savez, il est obligatoire avant cet âge, ainsi qu'à tous les usagers d'engins à assistance électrique qui sont totalement exclus du champ d'application, même avant 12 ans. S'il était abonné à Altisplay, il aurait peut-être vu la vidéo du code de l'EDPM où j'en parle. Pour conduire le véhicule, vous devez avoir 12 ans et plus, et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est votre tuteur légal ou parent qui devra payer la facture. Et donc pas besoin d'imposer le port du casque, car il est simplement interdit d'en conduire un avant cet âge. Ensuite, il va insister sur le fait que les nouveaux engins électriques sont dangereux de par leur vitesse. Ceci est d'autant plus vrai que le développement massif du libre-service pour ces appareils ne promeut que le plaisir et l'intérêt de ce mode de déplacement, sans en évoquer les dangers, notamment ceux liés à la vitesse et aussi à une forme d'instabilité. Ces engins électriques, dont la vitesse peut largement dépasser les 30 km/h lorsqu'ils ne sont pas bridés, ne font l'objet d'aucune réglementation quant au port du casque, alors qu'un scooter circulant à une allure similaire y est contraint. Bon, pareil, ici, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment un EDPM pourrait aller au-delà de la vitesse d'un scooter, sachant qu'il est bridé à 25 km/h. Ils ne peuvent pas être vendus ou circuler au-dessus de cette vitesse, sans parler que les EDPM qu'ils citent en libre service ont même une limitation de vitesse de 10 km/h dans les zones piétonnières. Et enfin, si un véhicule circule avec une assistance électrique au-dessus de cette vitesse, ou une puissance supérieure à la limite imposée pour les VAE et EDPM, la loi indique déjà que le véhicule doit être immatriculé et assuré, et que son conducteur doit porter obligatoirement des gants et un casque, comme pour un 2 roues motorisé au final. Bref, vous l'avez compris, le Sénat n'est pas compétent pour traiter ces questions, et ça se voit. On repart donc sur l'analyse. Et pourtant, en 2020, 178 cyclistes ont perdu la vie, 4594 ont été blessés. Bref, François Bonneau, député, sénateur centriste centre-droit, avec un groupe de parlementaires, avait proposé cette mesure de bon sens. En 2020, 178 cyclistes ont perdu la vie, 4594 cyclistes ont été blessés, et probablement plus d'ailleurs. La moitié ne portait pas de casque. Je trouve ce point très intéressant d'indiquer que dans la moitié des accidents, les cyclistes ne portaient pas de casque. Et même de rajouter, et probablement plus d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui ont eu des accidents qui portaient des casques et qui ne sont pas dans les statistiques. Car le casque les a protégés des conséquences d'un accident. Ça reste quand même peu probable, car la plupart des cyclistes qui vont chuter vont principalement être touchés au niveau des bras, des jambes, du visage, mais de la tête dans seulement 17% des cas. Et plus tard, dans son intervention, il indiquera que 31% des usagers seulement portent un casque de façon volontaire. Mais en 2020, la sécurité routière estime que seuls 31% des usagers portent de façon volontaire le casque. C'était même pas un tiers. Or, par rapport à ces chiffres, on se rend compte qu'il y a significativement moins de cyclistes qui portent un casque, mais pourtant, au niveau des accidents, on se rend compte qu'il y a autant de cyclistes qui étaient casqués que de non casqués. C'est étrange quand même, non? On pourrait conclure que porter un casque est finalement plus dangereux parce qu'on a plus de chances d'avoir un accident quand on en a un que quand on n'en a pas. J'ai donc creusé pour comprendre pourquoi il y avait autant d'accidents qui impliquaient des cyclistes qui étaient casqués.
J'ai donc pu trouver plusieurs explications à cela. Tout d'abord, le type de pratique. C'est d'ailleurs ce à quoi fera référence le sénateur en faisant une comparaison avec les cyclistes du Tour de France. Pourquoi les athlètes du Tour de France, modèle pour nombre d'entre nous, portent-ils un casque en circulant en moyenne aux alentours de 40 km/h, alors que certains engins à assistance électrique permettent largement d'atteindre cette vitesse, voire de la dépasser? Le sénateur ici oublie de préciser que le port du casque est obligatoire pour le Tour de France et dans toute autre course professionnelle sans exception depuis 2005. Et en faisant cette comparaison, il y a quand même une énorme différence entre un cycliste qui va rouler à 45 km/h en pratiquant une activité sportive à risque et une personne qui va effectuer un déplacement pour aller chercher sa baguette ou aller au travail à vélo. J'ai aussi pu retrouver sur sécurité.gouv que globalement, plus de 60% des cyclistes sont tués ou blessés pendant qu'ils effectuaient une promenade ou un trajet de loisir, et que cette proportion peut passer à 77% en août. On peut d'ailleurs voir à ce moment-là que la mortalité et les accidents ne baissent pas forcément, alors qu'en novembre, cette proportion passe à 45% et c'est l'un des mois où il y a le moins d'accidents et de mortalité. Seuls 12% des accidents mortels ont lieu lors d'un trajet domicile-travail. Et pourtant, c'est ces déplacements-là qui sont mis en lumière par les différents médias, en indiquant que c'est ce mode de transport-là qui est le plus dangereux. Il n'y a pas non plus de distinction entre les accidents qui ont eu lieu en ville et les accidents qui ont eu lieu hors milieu urbain. Et donc le manque d'aménagement cyclable et la vitesse sont des éléments aggravants. Et pour la vitesse, je le développerai un petit peu plus tard. Enfin, j'ai souhaité vérifier sur l'INSEE la différence qu'il y avait entre l'utilisation du vélo en semaine et l'utilisation du vélo en week-end. J'ai pu voir qu'en semaine, il était légèrement plus utilisé, mais que c'était à peu près équivalent. Bon, par rapport à tous ces éléments, et c'est logique, pratiquer le vélo de manière sportive et dans un milieu qui ne dispose pas d'aménagement cyclable entraîne plus de risques. Le fait de rendre le casque obligatoire impactera donc tous les autres cyclistes qui n'ont pas décidé de faire du vélo comme un sport, mais juste comme un mode de transport. Cela va également venir pénaliser tous les trajets effectués avec des vélos libre-service, car il faudra que l'usager dispose d'un casque ou que le casque soit fourni par un opérateur. Il est aussi intéressant de recontextualiser ces chiffres par rapport à d'autres modes de transport. Par exemple les deux roues motorisées qui vont à eux seuls représenter 28% des accidents, alors qu'ils ne représentent que 2% de la part modale. Et par rapport à ce point du déplacement à vélo qui serait dangereux, il faut donc retenir que ce ne sont pas les trajets domicile-travail sur lesquels il y a le plus de mortalité, mais bien sur les trajets de loisirs. Et vous allez voir que ça a son importance. C'est l'hécatombe du côté de ces cyclistes. Que disent les associations? Elles s'opposent au port du casque obligatoire. Une seule association de cyclistes a maintenu son accord avec ce texte. C'est Mon vélo est une vie, qui milite non pas pour le développement du vélo, mais pour la sécurité des déplacements à vélo. Alors, allons voir de plus près ce qu'est cette association qui ne milite pas pour le développement du vélo, mais uniquement pour sa sécurité. Alors, chaîne YouTube, création de l'association. Ah, voilà. Sur la sécurité des cyclistes et non pas pour promouvoir le vélo, et c'est là-dessus qu'on axe notre communication. C'est vraiment pour trouver un moyen de pratiquer le cyclisme en toute sécurité. 40 millions d'automobilistes, c'est... Ah ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux pourquoi il parlait de cette association en particulier. J'ai cherché un petit peu plus d'informations à propos du fondateur de cette association. Il est donc directeur sportif chez Paris Cyclistes, dont le chroniqueur est également un adhérent. Il a également fait une intervention chez Enquête sous haute tension pour montrer que le cyclisme en milieu urbain était dangereux. Teodoro Bartuccio enfourche tous les jours son vélo pour se rendre à son travail à Paris. Quand je prends mon vélo, j'ai toujours une petite crainte parce qu'il faut que je passe ce département et c'est vrai que c'est assez compliqué et j'ai toujours cette crainte de me faire renverser et d'avoir un problème avec un automobiliste ou un autre usager de la route. Il est donc pour le port obligatoire du casque et je peux comprendre au vu de sa pratique très sportive du vélo. Il est quasiment tout le temps en danseuse dans le reportage, car comme je disais un peu plus tôt, dans la plupart des accidents, la vitesse est un facteur important. Et c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti au niveau personnel. Avant, je circulais très vite dans la circulation. J'ai eu plusieurs accidents liés à la vitesse, et depuis que je me suis calmé, je n'ai plus eu aucun accident. Mais ça, c'est uniquement un point de vue personnel. Dans les faits, c'est juste d'avoir une conduite sportive qui est plus dangereuse qu'une autre. Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux cette association et son lien avec 40 millions d'automobilistes, on va continuer. Expliquez-nous, quels sont les arguments qui ont été retenus contre ce texte? On a entendu Marlène Schiappa nous dire que le gouvernement privilégiait l'incitation à l'obligation. Il y a maintenant toute la part des arguments qui sont contre le port obligatoire du casque. Le sénateur parle d'une étude australienne qui indiquerait qu'après la mise en place du port obligatoire, il y a de moins en moins de cyclistes qui sont accidentés.
Plus encore, une étude australienne de 2016, qui se base sur 40 études internationales, conclut que le port du casque à vélo était associé à une réduction de 51% en moyenne des risques de blessures à la tête et au visage. Bah oui, c'est vrai, parce qu'il y a de moins en moins de cyclistes sur les routes. On peut d'ailleurs le voir au niveau des statistiques. Et par rapport à ça, l'Australie est en train d'envisager en ce moment de supprimer le port obligatoire du casque, car il a réduit drastiquement le nombre de cyclistes sur le territoire. Environ un demi-million de personnes auraient cessé d'utiliser le vélo au quotidien. Et c'est maintenant autant de personnes qui peuvent être exposées à des maladies liées à la sédentarité. Au niveau des arguments du non-port du casque, il y a également le développement de l'infrastructure, chose que l'on peut par exemple voir aux Pays-Bas, où maintenant moins d'1% des cyclistes portent un casque. En fait, ceux qui portent un casque, c'est ceux qui font du sport là-bas, pas ceux qui vont utiliser le vélo comme mode de transport. Et à juste titre, car le vélo là-bas dispose d'une voie dédiée. Et c'est aussi le pays où il y a moins de cyclistes tués par milliard de kilomètres parcourus. On a eu un écologiste, Jacques Ferny, qui a dit « c'est pas le problème. Le problème, c'est tout simplement l'adaptation de la voirie et la limitation de vitesse des voitures. » Donc là, franchement, moi, j'en tombe de ma chaise parce que quand on regarde du côté de l'impact, j'ai recherché une étude intéressante du côté de l'Université de Strasbourg à 45 km/h. Si un cycliste est casqué lors d'un choc à 45 km/h avec une voiture, casqué, il a 37% de risque de fracture crânienne. S'il n'est pas casqué, 100%. J'ai pris volontairement ces 45 km/h parce que ce n'est pas une vitesse très élevée. Alors ici, il essaye de prouver que le port du casque va sauver par rapport à une vitesse. Avec cette présentation des faits, la seule logique que l'on a, c'est que, bah oui, effectivement, il faut mettre un casque pour pouvoir se protéger. On ne va pas réfléchir à, mais que se passerait-il si on diminuait cette vitesse? Si on diminue la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, cela diminue d'un facteur 5 le risque de mortalité. Et en cas d'accident, le port du casque ne fera pas diminuer significativement le nombre de morts. On peut d'ailleurs le voir dans le graphique que j'avais présenté un petit peu plus tôt. J'ai pris cet exemple de la diminution de vitesse car elle est mise en place dans de plus en plus de villes. Plus de 200 communes, dont Paris, sont maintenant limitées à 30 km/h. Je vous laisse d'ailleurs voir le sujet à ce propos qui présente tous les avantages de ce changement. Mais donc on peut se poser la question, pourquoi ce sujet de la vitesse est si vite balayé? Eh bien c'est juste parce que le chroniqueur et le sénateur sont contre la diminution des vitesses maximales. Le chroniqueur est ouvertement contre tout type de diminution de vitesse. À force d'abaisser la limitation de vitesse pour les voitures, donc en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de rouler à plus de 30 km/h, bien finalement, elles vont finir par se faire dépasser par les vélos. Aussi bien la ville de Paris que les départementales, et le sénateur également contre la diminution de vitesse des départementales, même s'il a été prouvé par la sécurité routière que cette diminution de vitesse sauvait chaque année des vies. Alors, c'est déjà obligatoire pour les moins de 12 ans? Alors, depuis le 22 mars 2017, effectivement, le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans. Problème, après l'âge de 12 ans, on nous avait dit on va leur apprendre et puis ensuite ils le garderont. Un seul des cyclistes sur 3 va garder le casque. Les 2 autres vont l'abandonner. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et par rapport à cet apprentissage pour les enfants de garder le casque plus tard quand ils seront grands, j'ai pu découvrir que l'association Mon vélo est une vie, oui, encore elle, proposait un programme en accord avec la mairie de Paris pour la mise en place d'un permis vélo. Et c'est aussi ici un moyen de convaincre les plus jeunes de garder le casque plus tard. En sensibilisant notamment le jeune public, un permis vélo qui sera mis en place dans toutes les écoles de la capitale. On peut d'ailleurs voir le porte-parole de l'association qui lui-même fait le déplacement en école pour pouvoir proposer ses cours. Je ne sais pas comment cette association qui n'est pas pour le développement du vélo propose les cours de formation aux élèves, mais j'émets quand même quelques doutes sur les motivations de cette association. L'initiation se fait avec un membre de l'association Mon vélo est une vie et elle se déroule en 3 phases. On commence déjà par les fondamentaux au niveau du vélo, tout ce qui est maniabilité, équilibre, etc. Et après, on travaille le code de la route. Et une fois que tout sera bien compris et par l'enfant, on pourra être à l'extérieur. L'idée en elle-même de former les plus jeunes à la pratique du vélo est très bonne, mais je doute que si le vélo est présenté comme un mode de transport dangereux, les parents soient rassurés et les enfants s'émancipent pour aller eux-mêmes à l'école. On continue sur l'analyse. Mais ça en vient à nous poser ces questions pour les adultes. Si on est en voiture et qu'on dit à nos enfants de porter la ceinture de sécurité et qu'on disait « Oui mais nous, papa, il n'a pas besoin de la porter, il est grand, il a plus de 12 ans », on trouverait ça irresponsable. La ceinture, c'est pas uniquement pour les moins de 12 ans, c'est pour tout le monde. C'est exactement la même chose. Et comment elle avait été imposée, cette ceinture de sécurité? D'abord à l'arrière, sous-entendu pour les enfants, et ensuite à l'avant. Attendez. Cette phrase sur la ceinture me dit quelque chose. Vous savez, c'est comme si vous montez en voiture et que vous dites à vos enfants, mettez votre ceinture, par contre, papa, maman devant, ne vont pas mettre la ceinture. On doit montrer l'exemple. On est en train de travailler sur une future génération. On est en train de former cette génération. Ah oui, c'est fou quand même, c'est presque au mot près. Hein.
Donc, par contre, il n'est pas question d'imposer d'abord la ceinture de sécurité à l'arrière puis à l'avant, c'est même tout l'inverse. La ceinture de sécurité a d'abord été mise obligatoire pour les conducteurs, puis ensuite pour les passagers arrière. Un petit peu la même chose pour le casque qui a d'abord été mis obligatoire pour les sportifs en club et Tour de France en 2005, puis ensuite pour les enfants de moins de 12 ans en 2017. Le sénateur a également parlé de la ceinture comme argument. En 1975, le Conseil d'État, dans l'arrêt Bouvet de la Maisonneuve, concernant l'obligation du port de la ceinture en voiture, a pris en compte cette mesure de protection à l'égard de la personne elle-même, sans craindre la diminution de l'utilisation de la voiture pour le secteur automobile. Car le fait qu'elle soit obligatoire n'est pas impacté l'usage des véhicules. Alors ici, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, la ceinture obligatoire n'était que sur les nouveaux véhicules. Par exemple, quand je roule avec mon père dans une 203, eh bien, il n'y a pas de ceinture et il n'y a même pas d'obligation d'en avoir dans le véhicule. Donc ici, ça ne va changer les habitudes que des personnes qui vont acheter un nouveau véhicule. Et ensuite, la ceinture est toujours à disposition dans le véhicule. On ne peut pas la comparer à un accessoire qui n'est pas toujours à portée de main. Par exemple, pour le vélo, le casque n'est pas offert avec l'achat d'un vélo. Il faut le renouveler tous les 5 ans, ce qui engendre un certain coût. C'est une fréquence qui est conseillée par certaines assurances et par les constructeurs eux-mêmes. Car oui, la mousse se tasse, la fibre peut s'abîmer au niveau du casque. D'ailleurs, si vous faites la moindre chute, il faut remplacer le casque. Il n'est pas toujours à portée de main. Par exemple, si je veux emprunter un vélo libre-service, je n'ai pas forcément de casque avec moi. Il faudrait modifier donc l'ensemble des bornes de vélo libre-service pour pouvoir proposer un casque à l'usage de ce vélo. Et enfin, ce casque, au moment du stationnement de vélo, peut être compliqué à stocker, soit dans un sac à dos, soit à attacher dans le vélo. On ne sait jamais quoi en faire. Il y a même des entreprises qui proposent des formats pliants pour les casques pour résoudre ce problème. Alors ça, ce sont uniquement des arguments qui sont sur le côté pratique. Et au niveau efficacité, en portant une ceinture de sécurité, vos chances de survie lors d'une collision augmentent de 50%. Et pendant ce temps-là, pour les 2 roues motorisées, la mise en place du port obligatoire du casque a divisé la mortalité par 5, ce qui prouve bien l'intérêt d'en porter un. Mais il n'est pas possible de transposer ces chiffres de la ceinture et du casque pour les 2 roues motorisées au cycle, car la typologie d'accident est différente. Et on arrive donc à la conclusion. Le but de tous ces messages au niveau des médias, c'est d'arriver à la conclusion que le casque est la seule approche possible pour sauver des vies. Déjà, mettre un casque au quotidien, c'est déjà s'assurer d'être en sécurité. Nous sommes vulnérables sur la route, nous les cyclistes. On a le seul moyen de nous protéger, c'est le casque. Bon, même si quelques secondes plus tôt, il disait que non. Le casque ne sauve pas. Hier, dans le 10e arrondissement, un cycliste qui est passé sous les roues d'un camion. Alors souvent, c'est lié aux angles morts. Est-ce qu'avoir un casque dans ce type de situation, ça aurait pu sauver la vie de cet homme, par exemple? Non, malheureusement. Le casque ne protège pas des accidents, que vous ayez un casque ou non. L'accident aura lieu et il ne protégera pas toujours des conséquences d'un accident. Ce débat autour du port obligatoire du casque masque donc toutes les autres possibilités qui peuvent être engagées pour éviter qu'on en arrive là, à essayer de protéger des conséquences d'un accident, alors qu'on aurait pu protéger en amont des dangers. Et cette erreur est donc faite par des cyclosportifs qui portent déjà un casque, qui les a déjà certainement protégés, ou protégés un de leurs proches, par des automobilistes ou motards qui voient les éléments de sécurité personnelle d'un bon œil, et je les comprends parce que ça sauve des vies, mais la vision du vélo par ces personnes-là n'est pas vue comme un mode de transport, et c'est bien ça qu'il va falloir changer. On peut aussi se poser la question de pourquoi le sénateur ne va pas envisager d'autres solutions, comme par exemple investir dans de meilleurs réseaux cyclables, améliorer les aménagements qui sont source de danger, et renforcer les sanctions envers les mauvais conducteurs. Eh bien c'est simplement parce que ces mesures sont impopulaires et extrêmement coûteuses à mettre en place. Alors que demander aux usagers de se protéger eux-mêmes, ça ne coûte rien à l'État, ça peut même rapporter de l'argent s'il y a des contraventions. C'est une mesure qui sera vue comme populaire par une majorité des usagers, car le paradigme en place, c'est quand même la voiture qui est utilisée dans 70% des déplacements. Et pourtant, dans ce cadre, il est compétent pour pouvoir faire changer les choses. Il est complètement possible d'envisager des aménagements qui permettraient aux cyclistes d'avoir des continuités cyclables et de pouvoir se déplacer ainsi en sécurité. Il faut voir ce mode de transport comme un mode à part. Il ne peut pas être mélangé avec les véhicules motorisés ni les bus. C'est d'ailleurs ce que l'on peut constater aux Pays-Bas. Et c'est vers ce schéma qu'il faut tendre si l'on souhaite voir le vélo se développer dans les années à venir. Cette vision est même partagée par des accessoiristes qui vont vendre des casques, mais qui souhaitent voir le vélo se développer pour pouvoir vendre plus d'articles. Et enfin, je souhaite clarifier les choses. Je ne dis pas que porter un casque est inutile. Moi-même, pour mes déplacements, je porte un casque, car il n'est malheureusement pas encore possible dans ma ville de pouvoir faire des itinéraires complètement sécurisés et séparés de la circulation. C'est donc à chacun, par rapport à sa pratique du vélo, de choisir de porter un casque ou non. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver l'ensemble des documentations
Dans l'article en description de cette vidéo, il y a plus de 80 sources différentes pour pouvoir étayer mes propos et les sourcer au niveau des statistiques. Et bien sûr, l'ensemble des chiffres que je présente dans cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee, Utip, YouTube et les live Twitch sur lesquels j'échange avec vous pour pouvoir construire ces sujets. Ça me permet de prendre le temps de faire ces réalisations et d'être à plein temps sur cette chaîne en espérant que ça puisse continuer. Et si vous souhaitez participer à la réalisation de mes différentes vidéos, il y a également un Discord sur lequel vous pouvez aider à la relecture des différents sujets que je prépare. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo sur le casque, je vous la recommande car je parle plus en détail de tous les aspects. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire si le contenu vous a plu. Allez, il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route.